Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 1er janvier. Les Palestiniens accueillent la nouvelle année avec de nouveaux massacres. L'entité sioniste fait une trentaine de martyrs au 453e jour de son génocide dans la bande de Gaza, au moment où l'ONU évoque un effondrement du système de santé. Des organisations opérant au Yémen expriment leurs préoccupations quant aux conséquences des frappes aériennes de l'entité sioniste contre des infrastructures civiles essentielles, notamment l'aéroport international de Sanaa. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune présente au peuple algérien ses vœux à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2025, un plan à la poursuite des efforts pour davantage d'acquis, souhaitant sécurité et fin des agressions au peuple palestinien. « 2025 marquera la fin de la présence militaire des forces étrangères, notamment françaises, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Les présidents de ces deux pays l'annoncent dans leur discours de fin d'année. Et puis la Roumanie et la Bulgarie accèdent à part entière à l'espace de libre circulation sur route comme dans les airs, un symbole fort pour les deux pays d'Europe orientale. Bonsoir à tous. Les habitants de la bande de Gaza ont accueilli 2025 avec de nouveaux bombardements des forces de l'occupation sioniste au 453e jour de cette agression génocidaire. Le bilan des victimes s'est alourdi à 45 553 martyrs et 108 379 blessés. L'agression en cours a entraîné une baisse de 6% de la population de Gaza par rapport à l'année précédente, selon le Bureau central palestinien des statistiques. Le dernier communiqué publié hier a révélé que la population estimée de la bande de Gaza pour 2024 a diminué pour s'établir à 2,1 millions de personnes. Et près de 30 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dès les premières heures du Nouvel An dans de nouveaux massacres des forces de l'entité sioniste qui ont effectué des bombardements, notamment sur le camp de Boreij et la ville de Jabalia, au centre et au nord de la bande de Gaza, où près de la moitié des victimes ont été recensées et transférées à l'hôpital Al-Ahli à Gaza. La plupart de ces victimes sont des enfants. Alors que nous étions endormis vers 2h30 du matin, les murs nous sont tombés dessus lorsqu'ils ont visé la maison voisine de la mienne et les murs se sont effondrés sur nous. Ils nous ont sortis, mes enfants et moi, des décombres qui nous tombaient dessus. Nous ne voulons pas d'aide humanitaire, nous voulons que la guerre s'arrête. Assez de sang versé, assez. Et des équipes humanitaires du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé ont pu atteindre l'hôpital indonésien de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Après plusieurs tentatives infructueuses, les équipes ont déploré le manque de moyens vitaux. Tout autour de nous, les combats se poursuivent. Nous avons essayé d'atteindre le nord de Gaza 140 fois au cours des 2 derniers mois. À chaque fois, l'accès nous a été refusé. Les gens ici n'ont pas de nourriture, pas d'eau, pas d'installation sanitaire, rien. Ces atrocités doivent cesser. Autour de moi, il n'y a que des décombres et de la destruction.
Les gens ne savent pas quoi faire, ne savent pas où aller et ils ne savent pas comment survivre. Il s'agit d'un phénomène que nous observons de façon récurrente depuis 14 mois. Des zones sont assiégées pendant un certain temps, sans accès à l'aide humanitaire, sans accès aux soins de santé, sans accès à la nourriture ou aux fournitures médicales. Cette situation est inacceptable. Et selon un groupe de défense des droits de l'homme, l'entité sioniste retient les corps de 198 Palestiniens tombés en martyrs en 2024. Ce chiffre constitue un tiers des 641 corps détenus dans des cimetières secrets, appelés cimetières des nombres. Et les morgues de l'entité sioniste, selon la campagne nationale pour récupérer les corps des martyrs, une organisation palestinienne non gouvernementale. Et les souffrances des Palestiniens sont aggravées par les conditions météorologiques. Après plus de 14 mois de génocide, la situation humanitaire est catastrophique selon les agences de l'ONU, notamment dans la bande côtière palestinienne où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et sont souvent réduites à loger dans des tentes de fortune. Plus de 1500 d'entre elles ont été inondées. Nous devons faire face au bombardement et maintenant à l'hiver. Nous n'avons pas dormi depuis 3 jours depuis le début de la tempête. Nous craignons pour nos enfants, pour les maladies dues au climat et pour les missiles qui nous tombent dessus. Il y a 2 jours, ils ont bombardé l'hôpital Al-Wafa situé derrière nous et des éclats d'obus ont été dispersés ici. Je creuse pour que l'eau puisse s'écouler. L'eau est entrée dans nos tentes et l'inondation a touché les enfants et les femmes. Regardez, les matelas et les couvertures sont fichus. Nous sommes déplacés et n'avons rien emporté avec nous. Je suis pieds nus comme vous pouvez le voir. Le froid et la pluie rendent encore plus compliquée la quête quotidienne de nourriture, notamment à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, où les organisations humanitaires peinent à répondre à la demande. Nous préparons des repas chauds pour les personnes déplacées à Al-Mawasi, à Khan Younes. Nous préparons environ 20 conteneurs par jour, mais en raison de la situation actuelle, ces 20 conteneurs sont à peine suffisants. Rareté de la nourriture, mais aussi des soins. L'entité sioniste réduit considérablement les chances de survie des Palestiniens. Selon les Nations Unies, les hôpitaux de la bande de Gaza sont devenus un piège mortel pour les Palestiniens. Asma Laïd. Le système de santé de Gaza est au bord de l'effondrement total à cause des attaques sionistes incessantes depuis le début du génocide en octobre 2023, estime le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme dans un rapport publié mardi soir. Le document décrit en détail la destruction du système de santé à Gaza et l'ampleur des meurtres de patients, de personnel et d'autres civils lors de ces attaques sionistes. Un rapport au Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a constaté que la série d'attaques meurtrières menées par Israël contre les hôpitaux de Gaza et leurs environs a poussé le système de santé au bord de l'effondrement total. Avec des conséquences catastrophiques, le rapport détaille graphiquement l'impact des attaques israéliennes, de la destruction des bâtiments et des installations au meurtre de patients, de personnel et d'autres civils, et soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect du droit international par Israël. Le chef des droits de l'homme de l'ONU rappelle dans ce contexte que la protection des hôpitaux en temps de guerre est primordiale et doit être respectée par toutes les parties à tout moment.
La protection des hôpitaux en temps de guerre est primordiale et doit être respectée par toutes les parties, à tout moment. Si les bombardements incessants et la situation humanitaire désastreuse à Gaza ne suffisaient pas, le seul sanctuaire où les Palestiniens auraient dû se sentir en sécurité est en fait devenu un piège mortel. Dans certaines circonstances, la destruction délibérée d'installations de soins de santé peut s'apparenter à une forme de punition collective, qui est également un crime de guerre. Pour rappel, le bourreau sioniste a lancé vendredi et samedi dernier un raid sur l'hôpital Kamal Adwan. Ce grand hôpital, le dernier encore opérationnel dans le nord de l'enclave dévasté par plus d'1 an de génocide, est désormais vide et hors service selon l'Organisation mondiale de la santé. Et comme l'an passé, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées en ce 1er janvier sur le pont Galata à Istanbul, en Turquie, pour soutenir la Palestine et demander la fin des massacres sionistes commis depuis près de 15 mois dans la bande de Gaza. Dans ce dossier également, l'entité sioniste a démoli plus de 350 installations résidentielles, commerciales et agricoles dans la ville d'Al-Quds occupée au cours de l'année 2024. Selon des rapports palestiniens, 266 installations ont été démolies par les bulldozers de l'occupation et 84 démolitions ont été effectuées de force par leurs propriétaires. Plus de 630 colons sionistes ont pris d'assaut ce mercredi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons ont mené des marches provocatrices dans les cours d'Al-Aqsa et effectué des rituels talmudiques, tandis que les forces de l'occupation ont empêché les fidèles palestiniens d'entrer dans la vieille ville d'Al-Quds et d'accéder à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée sainte. Dans l'actualité également, et malgré la menace omniprésente des forces de l'entité sioniste, les Libanais ont célébré hier le Nouvel An en dansant à Byblos, dans le nord de Beyrouth, 35 jours après le cessez-le-feu et une année 2024 marquée par l'agression de l'entité sioniste. Ils souhaitent notamment que 2025 soit meilleur. Et 2024 a été une année de guerre, une mauvaise année pour l'économie, pour le Liban. Nous espérons que 2025 sera une meilleure année, meilleure sur le plan politique et économique. 2025 sera meilleur si Dieu le veut. Nous sommes optimistes et pleins d'espoir pour 2025. Je vous en parlais en titre, 59 organisations opérant au Yémen ont exprimé leurs préoccupations quant aux conséquences des frappes aériennes de l'entité sioniste contre des infrastructures civiles essentielles, notamment l'aéroport international de Sanaa, les centrales électriques de Sanaa et de Hodeïda, ainsi que les ports maritimes de Hodeïda et de ses environs le jeudi 26 décembre. Ces organisations ont aussi appelé au respect du droit international humanitaire afin de garantir la protection des infrastructures civiles qui fournissent des services essentiels indispensables à la survie de millions de civils au Yémen.
Allez, restez avec nous, ce 19h se poursuit. Tout de suite, l'édition africaine. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté hier soir au peuple algérien ses vœux à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2025, appelant à la poursuite des efforts pour que la nouvelle année soit riche en réalisations et en acquis. Le président algérien a également souhaité à cette occasion sécurité et fin des agressions au peuple palestinien. أيها المواطنون، ها نحن نودع عام 2024 بما ميزه من مكاسب وإنجازات وجهد بسواعد أبناء وطننا المفدى، جعلت بلادنا تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق نهضة تنموية واعدة تؤهلها للولوج في مصف الدول الناشئة. وهو العام كذلك ذاته الذي شرفتموني فيه بتجديد ثقتكم الغالية لنواصل العمل معا بتفاؤل كبير مبني على معطيات ومؤشرات واقعية باتت تتميز بها الجزائر إفريقيا وعربيا. تمنياتي لكل الجزائريات والجزائريين ولأبنائنا في الجالية الوطنية بالخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والهناء وببلادنا العزيزة بمزيد من الازدهار والرقي. كما أتمنى لأشقائنا في فلسطين الجريحة السلامة والنجاة وإنهاء العدوان. كل عام وأنتم بخير. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et dans notre dossier africain également, la base militaire française d'Abidjan va être rétrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier. C'est ce qu'a annoncé hier soir le président ivoirien Alassane Ouattara, et ce, dans son allocution de fin d'année. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. De son côté, et toujours dans un discours à l'occasion du Nouvel An, le président sénégalais, cette fois Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Allez, restez avec nous pour retrouver tout de suite notre invité du soir. Et ce soir, nous retrouvons Abdeslam Itachi, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader Adrien. Alors, comme on vient de le voir, hein, la Côte d'Ivoire et le Sénégal exigent désormais le départ de troupes françaises de leur sol. Comment expliquez-vous cette remise en question croissante et de la coopération donc militaire avec la France en Afrique ? D'abord, c'est le départ de ces troupes françaises, c'est surtout la fin
d'une Afrique post-coloniale et qui dure et perdure depuis toutes ces années. Et on voit bien les différents pays, évidemment, qui se détachent. La Côte d'Ivoire, mais également le Sénégal, avec un président qui est élu depuis le mois de mars et qui demande déjà à ce que la France quitte, militairement en tout cas, la France quitte le Sénégal, également le Tchad. Et vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve avec une Afrique qui se libère de son passé de colonisé parce que la souveraineté, elle est réclamée par le peuple, elle est réclamée par ces dirigeants qui ne veulent plus la main de la France sur ces territoires et ils veulent ainsi décider de leur avenir de la meilleure des manières et donc conserver et respecter leur souveraineté. Mais en fait, ce renouveau panafricaniste, il est surtout l'émergence d'une montée d'une jeunesse consciente africaine qui est engagée et qui justement pousse les dirigeants à se détacher de la France. Et aujourd'hui, évidemment, on le sait très bien, il y a de nouveaux partenaires émergents comme la Russie, comme la Chine, qui consentent justement être dans des accords gagnant-gagnant et qui offrent de meilleurs services que la France, en tout cas sur le plan sécuritaire. Mais si vous permettez, on pourrait parler un petit peu de la sécurité. D'abord, avec à l'époque au Mali, la France qui s'était déployée depuis plus de 10 ans, prétendument pour combattre le terrorisme. Et on voit bien que en fait, ça n'a absolument rien donné. Et lorsque les Russes en fait, on passe un partenariat avec le Mali, évidemment que les résultats étaient bien plus probants que ceux de la France. Donc, vous voyez, la France, en fait, s'installe militairement et ensuite, eh bien, arrivent tous ces commerciaux qui viennent justement s'occuper de l'Afrique ou en tout cas piller l'Afrique, comme on le sait. Hein. Vous savez, je reprendrai les propos de Jacques Chirac, hein, qui disait qu'on devait beaucoup à l'Afrique, que l'on avait volé l'Afrique et qu'il fallait rendre des comptes. Donc, vous voyez, c'est Emmanuel Macron, en fait, il est dans la lignée de tous ses précédents présidents de toute la Ve République, avec une attitude totalement coloniale et colonialiste. Et en fait, aujourd'hui, ces pays africains veulent se détacher de ça. Abdeslam Itache, vous l'avez souligné au début de votre intervention. Donc la France a été d'abord chassée dans 3 pays sahéliens, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, cela vient de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ces décisions traduisent-elles, selon vous, une volonté d'affirmer une souveraineté nationale ou plutôt un rejet plus global de l'influence française en Afrique? Alors, la France a été également chassée d'Algérie en 1962, permettez de reprendre ce point. Mais en effet, aujourd'hui, l'Afrique souhaite s'organiser dans une organisation panafricaniste qui s'organiserait, qui pourrait organiser une armée et qui permettrait de protéger les régions et justement permettre à ce que ces pays ne soient pas déstabilisés. Et parfois, vous savez, à travers des proxys, à travers des mercenaires qui sont souvent payés par ces pays qui prétendent assurer votre sécurité, en fait, vous voyez, ça tourne en rond. On se retrouve avec des pays qui fomentent des déstabilisations et qui proposent le même service. En fait, ils vous inséminent le virus et ils vous proposent l'antivirus derrière. C'est juste pas possible. Et il faut vraiment sortir de ce paradigme. Vous l'avez également mentionné dans votre intervention, Abdeslam Itache, la montée, pensez-vous réellement que la montée de puissance d'acteurs non traditionnels comme la Russie ou la Chine influence-t-elle ces changements stratégiques dans des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire? Mais en fait, l'Afrique n'intéressait pas ou peu de pays par le passé. Et pourquoi cet intérêt aujourd'hui, soudain? Ce sont toutes les ressources minières, pétrolières, gazières et bien d'autres terres rares, évidemment, pour fabriquer les batteries aujourd'hui de nos voitures et de nos smartphones. Et évidemment que le but pour ces pays africains, c'est de pouvoir faire des échanges gagnant-gagnant et qui permettraient justement à l'Africain de se libérer. Je vous rappellerai les propos d'un président français qui a quand même dit que l'Africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Je voudrais juste préciser, il n'est peut-être pas assez entré dans les livres d'histoire français. Mais aujourd'hui,
l'Africain, plutôt que de surfer sur la vague, préfère créer la vague et écrire son histoire. Oui. Et certains craignent aussi qu'un vide, Abdeslam Itache, qu'un vide sécuritaire puisse s'installer après le départ des troupes françaises. Qu'en pensez-vous? Et les États africains concernés sont-ils aujourd'hui prêts à relever ce défi? Non, moi j'ai pleinement conscience en ces dirigeants qui sauront se rassembler autour d'un projet commun qui sera la sécurité du continent et permettre de créer une armée africaine qui assurera la sécurité de tout un continent, évidemment, et que l'on arrête de venir déstabiliser des dirigeants dès lors qu'ils ne travaillent plus avec la France. Donc ça suffit, on arrête avec ce paternalisme colonial, et vous savez, vous le voyez bien, vous aviez montré tout à l'heure des images atroces de ce qui se passe en Palestine, mais l'attitude de la France qui soutient ce colonialisme en Palestine, au Sahara occidental, ne l'agrandit pas et qu'évidemment qu'aujourd'hui l'Africain doit se libérer de ses liens d'allégeance avec la France. Et quelles seraient dans ce cas-là les alternatives pour la France par rapport au fait qu'elle soit aujourd'hui chassée de ces pays africains? D'abord qu'elle revoie sa politique internationale et sa diplomatie, d'abord qui est complètement anéantie par Emmanuel Macron. Je vous rappelle ses propos lorsqu'il s'est rendu en Palestine et qu'il annonçait à son ami Bibi qu'il était pour monter une coalition pour combattre le Hamas comme l'on a combattu Daesh. Et vous voyez bien que en fait, la diplomatie française à ce moment-là a perdu tout écho, toute crédibilité. Elle qui était justement dans une position équilibrée par le passé a été complètement anéantie, complètement décrédibilisée. Et aujourd'hui, on voit bien que la diplomatie française, sur le plan international, ne pèse plus rien. Elle n'a plus de valeur aujourd'hui. Et comment voyez-vous, Abdeslam Itache, comment voyez-vous l'avenir des relations franco-africaines face à ce rejet apparemment dans ce pays historiquement lié à Paris? Alors d'abord pour la France, ça va être une énorme récession puisque des parts de marché africaines seront perdues au profit de la Russie et de la Chine et que évidemment en France ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué également pour toute l'Europe puisque vous savez vous avez d'un côté Vladimir Poutine et de l'autre côté Donald Trump qui est complètement investi pour les États-Unis, America First, vous connaissez son slogan, et les deux vont vouloir mettre en pièces l'Europe parce qu'ils ont ce dénominateur commun là de vouloir remporter des parts de marché et faire reculer l'Europe. Donc ça va être très très compliqué et pour la France et pour l'Europe. J'espère avoir répondu à votre question. Et permettez-moi, Abdeslam Itache, je vais vous poser une autre question par rapport à la Côte d'Ivoire. Le dirigeant ivoirien a parlé que des bases seraient rétrocédées par la France. Comment interprétez-vous cette annonce? Eh bien, de la façon la plus saine et d'un pays qui veut justement décider lui-même de sa stratégie militaire et permettre d'organiser une véritable armée. Mais c'est déjà le premier pas vers une armée africaine. C'est déjà avoir sa propre armée et assurer son territoire et ensuite s'organiser sur un plan continental. Mais en tout cas, moi je vois ça de très bon augure. Et il est normal que les pays, en fait... Alors moi, je vous pose une question, Abdelkader Edouard. Est-ce qu'il y a une base ivoirienne en France? Vous me répondrez que non. Alors, je ne vois pas pourquoi il y aurait une base française en Côte d'Ivoire. Et d'où l'appel aussi de l'Algérie, les appels incessants de l'Algérie à trouver des solutions africaines aux problèmes africains et l'appel aussi au départ et à la fin de l'ingérence étrangère. Complètement. Complètement. C'est une vraie nécessité et on voit bien la diplomatie algérienne est d'abord cohérente et est en cohérence avec son histoire. Rappelez-vous, l'Algérie est appelée la Mecque des révolutionnaires, qui a accueilli Che Guevara, Fidel Castro et bien d'autres leaders africains, et plusieurs leaders africains, Thomas Sankara, Amilcar Cabral et bien d'autres. Elle est en cohérence et je pense qu'elle doit se construire, et ce panafricanisme, il doit se construire ainsi. Quand l'Algérie nationalise son pétrole, évidemment qu'aujourd'hui nous avons des ingénieurs algériens qui s'occupent du raffinage du pétrole et le but c'est de permettre à ces pays africains, à ces cadres africains de venir se former en Algérie pour apprendre tous les process pour pouvoir raffiner le pétrole et plus avoir à faire appel à Total. Moi, vous savez, ça me sort par les yeux de voir
la Coupe d'Afrique des Nations avec Total qui est sponsor. Vous voyez, on est encore dans un paternalisme et une attitude colonialiste qui est juste insupportable. Et avec cette vague, cette nouvelle vague, pensez-vous que nous allons assister à des relations franco-africaines plus saines, selon vous? Écoutez, ils ont tout intérêt à revoir leur stratégie et être dans des accords équilibrés et qui ne soient pas du pillage tel que ça s'est passé sur ces 100 dernières années. Donc la France, elle a un devoir d'inventaire de réfléchir à la façon dont elle se conduisait avec l'Afrique et se positionner au même titre que la Russie ou la Chine. Abdeslam Itache, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique dans l'actualité en Afrique également. Et pour sa part, le président guinéen Mamadi Doumbouya a annoncé dans son discours à la nation un référendum constitutionnel et des élections générales en 2025, tout en appelant au respect de l'ordre public et à la paix sociale. Dès le premier trimestre de l'année 2025, je signerai un décret fixant la date du scrutin pour le référendum. Après l'élaboration du code électoral, durant l'année 2025, nous nous employerons tous ensemble avec les Guinéennes et les Guinéens à continuer à poser les jalons forts pour les élections générales, dans des délais qui assurent une organisation sans faille et garantissent le respect des résultats des urnes et le choix de nos compatriotes. Il me reviendra de continuer à garantir les conditions qui mettent en place le cadre, les moyens, l'approche nécessaire afin que chaque jalon posé puisse rencontrer l'adhésion des acteurs. Le président de la transition gabonaise, cette fois, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé dans son message de vœux à la nation des élections libres et transparentes pour marquer la fin de la transition prévue en août 2025, sans toutefois indiquer qu'il sera candidat ou pas à l'élection présidentielle. Le Zimbabwe a officiellement aboli hier la peine de mort après que le président Emmerson Mnangagwa a promulgué une loi qui commue en peine d'emprisonnement les condamnations d'une soixantaine de condamnés à mort. Un moratoire sur les exécutions était en vigueur dans le pays depuis 2005, mais les tribunaux ont continué à prononcer la peine capitale pour des crimes tels que le meurtre, la trahison et le terrorisme. Nous félicitons le gouvernement d'avoir pris cette mesure importante pour aligner nos lois sur les normes internationales. Vous savez peut-être que le protocole facultatif au pacte sur les droits civils et politiques prévoit l'abolition de la peine de mort, de sorte que cette mesure constitue également un pas en avant vers l'alignement de nos lois sur les normes internationales. Je pense qu'un homme ou une femme devrait mourir d'une mort naturelle, même s'il a commis un crime qui mérite la peine de mort. Je pense qu'il vaut mieux que cette personne reste longtemps en prison plutôt que d'être tuée ou condamnée à mort. Toujours dans l'actualité africaine, la nouvelle mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie a annoncé ce mercredi son engagement en faveur des efforts de stabilisation du pays en 2025 et du relèvement post-conflit, alors qu'elle entamé ses opérations le même jour. La mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, l'OSOM, a officiellement remplacé la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS, marquant ainsi une nouvelle étape dans la transition des responsabilités en matière de sécurité nationale vers les propres forces du pays.
En parlant de sécurité, en Somalie, les forces de sécurité somaliennes ont repoussé hier une attaque contre une base militaire dans la région du Puntland, dans le nord-est du pays, au moment où le vice-président du Parlement de cette région était en visite sur la base. Au total, 9 kamikazes ont été éliminés et plusieurs soldats ont été blessés. Dans l'actualité également de ce mercredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé hier à prendre un nouveau départ en 2025 dans son message pour la nouvelle année, soulignant que l'espoir a été difficile à trouver en 2024, les guerres provoquant d'immenses douleurs, souffrances et déplacements de population et les inégalités et divisions alimentant les tensions et les méfiances. En ce début d'année, la Corée du Sud ne semble pas sortie de la crise politique qu'elle traverse. Le président Yoon Suk-yeol, qui fait l'objet d'une motion de destitution, est désormais visé par des mandats d'arrêt et de perquisition. Il refuse pour l'heure de s'y soumettre. Les détails avec Safouane Bessabri. Le feuilleton politique que traverse la Corée du Sud est parti pour perdurer en 2025. Depuis le 3 décembre, date à laquelle le président Yoon Suk-yeol a instauré une brève loi martiale avant de tomber sous le coup d'une motion de destitution. Depuis, rien ne présage une sortie de crise en Corée du Sud. Dernière évolution, l'émission de mandats d'arrêt et de perquisition contre le président Yoon, qui est par ailleurs toujours en exercice. C'est la première fois qu'un président en fonction est visé par de tels mandats. Rébellion, insurrection et abus de pouvoir font partie des chefs d'accusation visant le président Yoon, des crimes passibles de la peine de mort selon la loi sud-coréenne. Le président fait par ailleurs l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national. Cependant, même si un mandat d'arrêt a bien été délivré, il n'est pas certain que les autorités puissent effectivement s'emparer de Yoon Suk-yeol, dont les services de sécurité ont déjà fait obstruction à 3 perquisitions, pourtant sur mandat. En attendant, des manifestants se sont réunis devant la résidence présidentielle, demandant l'arrêt de ce qu'ils qualifient de procédure illégale. Il ne s'agit pas seulement de s'opposer à la destitution, mais d'invalider une destitution illégale. Ce qui se passe actuellement est tellement déraisonnable que même des citoyens ordinaires qui croient simplement au bon sens se sont mobilisés pour manifester leur mécontentement. Aucune issue ne semble se dessiner pour l'heure pour les Sud-Coréens, en attente de la décision de la Cour constitutionnelle. Et dans ce contexte également, des partisans du président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol ont manifesté ce mercredi encore devant sa résidence à Séoul, alors que les enquêteurs affirment qu'il sera arrêté d'ici l'expiration le 6 janvier du mandat d'arrêt émis contre lui suite à sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Yoon Suk-yeol est actuellement suspendu de ses fonctions, mais il a toujours le pouvoir. Je me demande s'ils ont le droit de l'arrêter. Le Parti démocrate ne cesse de le faire et il paralysera le gouvernement pour pouvoir avoir la présidence. C'est donc pour empêcher cela que je suis ici. Non seulement le peuple ne laissera pas Lee Jae-myung se présenter aux élections présidentielles, mais je ne pense absolument pas que cela se poursuivra. Lee Jae-myung sera jugé dans 3 ou 4 mois et je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit arrêté. La Corée du Sud qui va envoyer aux États-Unis l'une des boîtes noires du Boeing 737-800 qui s'est écrasée il y a 3 jours à Muan, faisant 179 morts sur les 181 passagers. C'est ce qu'a annoncé le vice-ministre sud-coréen en charge de l'aviation, Ju Jong-wan. Le bureau d'enquête sur les accidents a déjà extrait le matériel stocké dans l'enregistreur vocal et commencera aujourd'hui à le convertir en fichier audio.
Je dirais que la fiabilité technique de l'extraction de données des enregistreurs de vols endommagés en Corée fait l'objet d'un examen continu. À 10h30 le 1er janvier 2025, la situation de l'incident est la suivante. L'identification des 179 personnes décédées a été achevée. Dans l'actualité également, la Pologne a pris ce mercredi la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une période de 6 mois, succédant à la Hongrie. C'est la seconde fois, 13 ans après la première, que ce pays, entré dans l'Union européenne en 2004, prend la direction des opérations au niveau des États membres. La Pologne a annoncé un programme ambitieux avec pour objectif principal d'implémenter les priorités autour du thème de la sécurité. Et je vous le disais en titre, la Roumanie et la Bulgarie ont accédé ce mercredi à part entière à l'espace de libre circulation sur route comme dans les airs. Un symbole fort pour les deux pays d'Europe orientale. Déjà un pied dans la zone avec la levée des contrôles en mars 2024 dans les aéroports et ports maritimes. Elles ont reçu mi-décembre l'aval de leurs partenaires européens pour bénéficier des mêmes privilèges aux postes frontières terrestres. Les livraisons à présent de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine ont définitivement cessé ce matin après l'expiration d'un contrat signé entre les deux parties fin 2019, un arrêt qui inquiète plusieurs pays dans l'Est de l'Europe, dont la Slovaquie, la Moldavie et la Hongrie. Le point avec Safouane Ben Sabri. C'est officiel. L'Ukraine et la Russie ont confirmé le 31 décembre l'arrêt du contrat assurant la livraison de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine. Le contrat quinquennal signé en 2019 est désormais caduc. Côté ukrainien, les autorités se sont réjouies de la fin d'un tel accord, affirmant que la Russie perdrait ses marchés européens. Le Kremlin, lui, accuse la partie ukrainienne d'avoir saboté toute négociation permettant de reconduire le contrat. Personne, je le répète, personne n'éloigne la Slovaquie de l'espace vital qui est la communauté européenne. Mais nous devons voir que les intérêts nationaux égoïstes des grands et les objectifs géopolitiques insensés commencent à dominer cette communauté et d'un autre côté, ils ignorent les besoins des plus petits. Comme nous le voyons ces jours-ci lorsque le transit du gaz par l'Ukraine est interrompu, ce qui aura des conséquences drastiques sur nous tous dans l'Union européenne, mais pas sur la Fédération de Russie. Les relations entre la Slovaquie et l'Ukraine se sont relativement tendues après la visite du Premier ministre slovaque en Russie, qui a déclenché l'ire de Zelensky. La Slovaquie n'est pas le seul pays affecté par les conséquences directes du conflit en Ukraine. La Moldavie ne recevra plus de gaz russe en raison d'un différend entre la Moldavie et la Russie. Avec la fin du contrat russo-ukrainien et le sabotage de Nord Stream, l'Europe se retrouve presque tout entière dans une situation de fragilité énergétique. Après une année 2023 marquée par le sceau de la crise, l'économie mondiale s'est raccrochée à une année 2024 aux allures d'espoir, si ce n'étaient les nombreuses zones grises non prévues par les experts. Que retenir de cette année charnière qui s'est achevée et que laisse présager 2025? Élément de réponse avec Kherdin Batache. Lutte contre l'inflation, croissance qui tâtonne et poids des tensions géopolitiques. Tels ont été les contours de l'économie mondiale en 2024. Une année qu'on disait pourtant celle de la reprise, si ce n'était un certain nombre de paramètres exogènes venus fausser quelque peu les calculs et les prévisions des experts. 2024 aura été l'année des banques centrales. Partout dans le monde, les Argentins ont donné plusieurs tours de vis à leur politique monétaire pour barrer la route à une inflation en roue libre depuis 2023, avec à la fois des effets dévastateurs sur le pouvoir d'achat et la croissance. Dévaluation monétaire, taux d'inflation yo-yo dans plusieurs pays. La Banque centrale turque, à titre d'exemple, n'a pu abaisser son taux directeur que cette semaine et pour la première fois depuis février 2023 pour le ramener à 47,5%. Cette croissance justement prise en tenaille entre les impératifs de la stabilité financière et la prudence qui a caractérisé l'action du secteur des investissements qui s'est contracté face à la hausse de l'épargne.
2024 aura également été l'année où tous les regards étaient suspendus à l'évolution des premières économies du monde, dans un contexte où les soldes commerciaux des États-Unis et de la Chine sont restés tributaires de facteurs macroéconomiques avant tout internes, de l'aveu même du Fonds monétaire international. L'excédent commercial croissant de la Chine et le déficit commercial grandissant des États-Unis observés depuis la pandémie ont ravivé les préoccupations relatives aux déséquilibres mondiaux et nourri un intense débat autour de leurs causes et de leurs conséquences. On craint de plus en plus que les excédents extérieurs de la Chine résultent de politiques industrielles visant à stimuler les exportations et à soutenir la croissance économique sur fond de demande intérieure atone. Certains observateurs redoutent que les surcapacités qui en résultent puissent conduire à un choc chinois 2.0, c'est-à-dire à une hausse des exportations qui déplacerait les travailleurs et pénaliserait l'activité industrielle ailleurs. Pour l'Europe et la zone euro, 2024 aura été une année tumultueuse avec des taux de croissance historiquement bas pour les pays locomotives et à leur tête l'Allemagne et la France, où des questions sur la viabilité des modèles industriels subsistent depuis que la donne énergétique a changé au lendemain du déclenchement du conflit en Ukraine. Avec un prix moyen du baril de Brent en baisse au 4e trimestre 2024 selon les dernières estimations, et malgré les abcès sécuritaires au Moyen-Orient, la transition énergétique et la migration partielle vers les ENR ont encore fait du chemin en 2024, laissant entrevoir des lendemains prometteurs dans ce domaine, notamment en Algérie, pays doté d'une feuille de route sérieuse, avec pour objectif la réduction de la consommation domestique du gaz naturel et son remplacement par des sources renouvelables. Grâce à des réformes structurelles audacieuses, l'économie algérienne a quant à elle affiché de bons résultats durant l'année écoulée, avec à la clé un taux de croissance supérieur à 4% et des perspectives prometteuses en matière d'industrie et de manufacture, agriculture, mais aussi en matière de start-up et d'économie de la connaissance. Des performances saluées par les institutions économiques et monétaires internationales, mais qu'il convient de consolider en 2025 par de nouveaux investissements dans les secteurs stratégiques et une nouvelle approche en matière de gouvernance et de gestion modernisée. Allez, aux États-Unis, à présent, un homme déterminé à faire un carnage pour le Nouvel An à la Nouvelle-Orléans a précipité son véhicule sur la foule ce mercredi dans le quartier français de cette ville du sud des États-Unis, faisant au moins 10 morts et 35 blessés. C'est ce qu'a annoncé la police qui enquête sur un possible acte terroriste. Il s'agit d'un homme conduisant une camionnette dans Bourbon Street à vive allure et son comportement était tout à fait intentionnel. Cet homme essayait d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait. Il ne s'agissait pas d'un cas de conduite en état d'ivresse, mais d'une affaire plus complexe et plus grave, d'après les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Au Royaume-Uni, des inondations provoquées par des pluies torrentielles ont obligé les autorités à fermer plusieurs routes dans la région du Yorkshire Dales, dans le nord du pays. Le bureau météorologique a émis des dizaines d'avertissements d'inondations ce mercredi, principalement pour le nord, et a prévenu que les déplacements pourraient être perturbés. En Allemagne, à présent, 5 personnes sont décédées accidentellement lors de la nuit du Nouvel An dans plusieurs régions du pays en allumant des feux d'artifice puissants et un policier a été grièvement blessé en étant visé par un de ces engins à Berlin, selon les autorités. Pendant ce temps, les habitants de Rome, en Italie, sautaient dans le Tibre depuis le pont Cavour, selon la tradition du Nouvel An, comme le montrent ces images.
Des milliers d'étudiants ont manifesté hier soir en Serbie en pleine festivité du Nouvel An pour demander des comptes aux autorités après l'effondrement du toit d'une gare dans le nord du pays qui a fait 15 morts le 1er novembre. Et en Amérique latine, avant de terminer, des milliers de Mexicains dansant sur l'avenue Reforma au cœur de la capitale Mexico pour célébrer le Nouvel An 2025 étaient rassemblés hier soir. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.